Est-ce que vous pensez à la présidentielle en vous rasant le matin? Je me rase pas le matin. Très bien. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Je suis content de vous voir. Merci. Ça me rappelle l'ancien monde. C'est vrai, l'ancien temps, notre jeunesse, j'ai envie de dire. Vous faites plus de politique aujourd'hui. Vous êtes dans la société civile. Vous êtes directrice générale France de l'association One. Voilà, qui est une ONG en fait qui lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables dans le monde. Et Dieu sait qu'il y a du travail sur ce champ. 2,5 millions de membres dans cette association. C'est une association mondiale, vous l'avez dit. Et donc, première question un peu naïve comme ça, comment on fait pour lutter concrètement contre l'extrême pauvreté ? En fait, en comprenant bien comment on lutte contre l'extrême pauvreté, et en réalité, il n'y a pas de secret pour lutter contre l'extrême pauvreté et extirper de cette situation de détresse tous les gens qui y sont, qui sont à 1,90 $ par personne par jour, donc sans accès aux soins, à l'éducation, à une quelconque protection sociale. Eh bien, pour les extirper de cela, il faut tout simplement financer des services publics, financer l'accès à l'éducation, l'accès aux soins, l'accès aux vaccins, faire en sorte que des maladies qui étaient mortelles jusqu'à il n'y a pas longtemps cessent de l'être grâce à la vaccination. Je pense à la rougeole, à la rubéole, à la tuberculose, à la malaria, au sida, naturellement. Alors, même quand on n'a pas de vaccin, il faut que les traitements qui existent soient accessibles pour ces populations. Donc, une ONG comme la nôtre, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, c'est une ONG de plaidoyer, c'est-à-dire que nous passons notre temps auprès des gouvernements des pays riches, des institutions internationales, du G7, du G20, du FMI, de la Banque mondiale, pour leur dire c'est là qu'il faut mettre des moyens. Et donc le plaidoyer a vocation à les convaincre, soit de changer des législations, soit de financer davantage leur aide publique au développement, pour que ça arrive dans ces pays-là qui en ont le plus besoin. Vous avez sorti un livre d'ailleurs. Oui, je viens de sortir en effet Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté. Alors le titre peut paraître comme ça presque utopique ou naïf. Est-ce que c'est possible de mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde ? Je vais vous répondre, oui, c'est très difficile. On est en train malheureusement de dévier de notre trajectoire alors qu'on aurait dû normalement en 2030 y arriver. Et qu'est-ce qui me fait dire qu'on peut y arriver ? C'est que quand vous regardez, depuis les années 90, par exemple, cette extrême pauvreté, le nombre de gens qui y vivent a été réduit de 75%. Mais 10 ans, vous mettez 10 ans pour faire tout ça ? Parce que c'est un discours important. Objectif 2030, vous avez pu aller jusqu'en 2050, peut-être pour vous laisser un peu de temps. Alors, ça fait référence très précisément à des engagements qui ont été pris par près de 200 États en 2015, dans le cadre de l'ONU, qu'on appelle les objectifs de développement durable. Le problème, c'est que malheureusement, déjà avant la pandémie Covid-19, à un moment donné, les priorités se sont un peu tassées, on a un peu dévié de la trajectoire. Et avec le Covid-19, ça s'est évidemment aggravé, puisque comme vous le savez, rien qu'en cette année 2021, c'est 150 millions de personnes supplémentaires qui vont être plongées dans l'extrême pauvreté à cause de la pandémie et de ses conséquences économiques et sociales, notamment en Afrique subsaharienne. Donc du coup, notre trajectoire est encore plus compliquée, mais justement ce que je dis moi, même si ça paraît à contre-courant de la période, c'est oui, bien sûr, il faut dépenser quoi qu'il en coûte dans nos pays pour faire face à la pandémie, c'est très important, on l'a compris, mais il faut le faire aussi pour l'autre bout du monde, parce que la réalité, c'est que si on passe à côté de l'objectif cette fois-ci d'en finir avec cette extrême pauvreté, elle va continuer à gangréner les systèmes, à provoquer les crises qu'elle crée, à provoquer les files de réfugiés qui arrivent chez nous, et finalement y compris appauvrir les plus pauvres de chez nous. Donc c'est contre tout cela qu'il faut lutter aujourd'hui. Vous êtes directrice générale de cette ONG, One. Je vais me permettre une question. Comment vous vous êtes fait recruter ? À partir du printemps 2017, lorsque j'ai cessé d'être ministre... Vous avez été dans le privé ? Exactement, j'ai décidé de prendre du champ par rapport à la vie politique. Et donc j'ai passé 2 ans dans une entreprise privée qui est Ipsos, qui m'a permis, au fond, d'investir un peu plus le champ intellectuel, compréhension des mouvements du monde. Ipsos est une entreprise qui est basée dans de nombreux pays. C'est une entreprise d'origine française, mais qui est basée aux États-Unis, en Chine, en Afrique, partout dans le monde. Et finalement, ça m'a permis de mieux appréhender les principaux défis qui arrivent devant nous, parce que quand quelque chose se produit à l'autre bout du monde, il y a toujours un moment où ça a une répercussion sur nous aussi. Et la façon dont l'opinion les appréhendait aussi. Finalement, au bout de 2 ans,
je me suis dit, maintenant que je sais tout cela, sans revenir directement en politique, alors que bien sûr c'est utile à faire de la politique aussi, j'ai envie de renouer avec l'engagement. Et l'engagement dans une ONG comme celle-là, pour une cause assez évidente, comme je viens de l'exposer. Mais vous avez postulé pour un poste comme ça? En fait, c'est une ONG que je connaissais, avec laquelle j'avais été amenée à travailler. On s'était déjà beaucoup plu, bien entendu, et donc ils m'avaient fait cette proposition et j'ai décidé d'accepter et de les rejoindre. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces expériences dans le privé, on a dit Ipsos, aujourd'hui cette ONG One, vous feriez de la politique différemment? Ah oui, 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 clairement. C'est-à-dire avec toujours les mêmes convictions, même renforcer les convictions. Je pense que mes convictions étaient les bonnes et les priorités, là où je les mettais, étaient les bonnes. Aujourd'hui, encore plus que par le passé, je veux lutter contre l'évasion fiscale, lutter contre la prédation de certains qui laissent complètement exsangues d'autres. Vous allez revenir en politique à un moment donné, en disant toutes ces choses-là? Enfin, je pense que la politique, de toute façon, à partir du moment où vous avez des convictions, c'est une façon de les mettre en œuvre, ces convictions, de chercher à en convaincre aussi le plus large nombre possible de gens. Puisqu'on parle d'associatifs, d'ONG, on va parler de célébrités aussi, et des footballeurs qui s'engagent dans des sujets associatifs. C'est le sujet du FC Géopolitique. On regarde, on en parle juste après. C'est officiel, le footballeur international français Antoine Griezmann a mis fin à son partenariat avec Huawei. En cause, la participation du géant chinois dans la répression vis-à-vis de la minorité ouïghour. Une décision forte de la part de Griezmann, loin d'être anodine quand on sait qu'il avait déjà réagi publiquement sur les réseaux sociaux avec notamment Kylian Mbappé pour s'alarmer du passage à tabac de Michel Zecler par des policiers. Si l'on rajoute à cela la campagne du joueur anglais Marcus Rashford pour lutter contre la pauvreté au Royaume-Uni, ou encore l'interruption du match PSG Istanbul-Başakşehir par les joueurs eux-mêmes suite à des soupçons de propos racistes, on peut dès lors se poser la question: 2021 sera-t-elle l'année où les footballeurs vont devenir pleinement acteurs de leur sport pour le rendre plus éthique? Est-ce qu'avec des ambassadeurs, on touche plus de monde que sans? Les footballeurs ici... C'est-à-dire qu'en fait, l'immense intérêt des artistes ou des sportifs, c'est que leur audience est composée de gens avec des convictions, avec des projets de société, des visions de la société très divers, très divers. Donc en fait, leur audience est infiniment plus large et variée que celle d'un homme politique ou d'une association ou d'une ONG. Vous voyez ? L'image est plus lisse aussi peut-être. C'est pas seulement ça, c'est surtout qu'en fait, vous savez, dans nos sociétés dans lesquelles tout est fragmentation, tout est hostilité, tout est clivage, rares sont les gens, et c'est vrai que les artistes et les sportifs, qui fédèrent. Voilà, le font. Et du coup, quand ces artistes ou ces sportifs acceptent d'utiliser cette capacité à créer du commun, finalement, à fédérer au service d'une cause, y compris d'une cause qui peut paraître non consensuelle, hein, parce que honnêtement, sur la question des Ouïghours, par exemple, et même étonnamment sur la question de la fin des enfants pauvres à l'école anglaise, voilà, c'est pas si consensuel que ça. Il y a des gens qui estiment qu'il faudrait pas intervenir, que c'est de l'ingérence, etc. Donc du coup, que des artistes ou des sportifs se mettent à dire des choses sur le sujet, je trouve ça infiniment courageux et infiniment précieux, vraiment. Parce qu'en fait, ils sont très complémentaires du coup du combat qu'on peut par ailleurs mener quand on est ONG, association ou même responsable politique. Najat Vallaud-Belkacem, j'ai un cadeau pour vous. Ne me remerciez pas. Voilà, petit cadeau, je vous laisse l'ouvrir. C'est mon anniversaire ? Je sais pas, je connais pas votre date de naissance, mais... Non, c'est le 4 octobre, alors on va dire que c'est pour la nouvelle année. Ouais, je pense que ça doit être des gâteaux. Ouais. Des petits écoliers, c'est adorable. Selon vous, pourquoi je vous ai offert ça ? L'école. C'est bien, je vois que vous êtes perspicace. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale pendant... Ça me donne faim. Oui. On le mangera ensemble à la fin, moi aussi j'ai la dalle. Vous avez été ministre de l'Éducation nationale pendant quoi, 3 ans et demi ? 3 ans. 3 ans. Vous avez aimé ce poste ou pas ? J'ai adoré. J'ai adoré. Comment voulez-vous ne pas aimer l'éducation nationale ? D'abord, c'est. Vous étiez la première femme à être ministre de l'Éducation nationale. Oui, mais au-delà du caractère historique et inédit, c'est vrai, hein, première femme d'une part, mais aussi première personne qui avait elle-même fait ses classes dans l'éducation prioritaire, par exemple. Ça, c'est extrêmement intéressant, parce que quand même, je pense qu'on arrive avec une autre vision des priorités et des enjeux du système éducatif en France. Il y avait ce côté un peu historique, mais aussi la conviction chez moi, mais depuis la nuit des temps, que en fait, c'est par l'éducation que immensément de choses passent, quoi, que c'est l'éducation qui vous construit
pas simplement comme être de culture et de savoir, mais aussi comme citoyen, comme membre d'une communauté nationale. Et donc, du coup, pour moi, c'était vraiment c'était le cœur de mes convictions. Je pense que c'est l'un des ministères les plus difficiles. Comme on dit, il y a 60 millions de sélectionneurs de l'équipe de France en matière de football. Là, il y a 65 millions de potentiels ministres de l'Éducation. C'est-à-dire que, en fait, parce que vous êtes parent, parce que vous avez été élève, tout le monde a été élève. Vous voyez, tout le monde n'a pas été médecin. Donc, en fait, le rapport à la santé et aux politiques publiques de santé, il est différent. En revanche, tout le monde a été élève, tout le monde a un élève en classe, beaucoup de gens sont enseignants, hein, puisqu'on a quand même 1 million d'enseignants. Enfin, donc c'est un sujet qui est présent dans toutes les conversations. Il y a eu beaucoup de polémiques quand vous étiez en poste. C'est très compliqué pour ça. On a lancé beaucoup de polémiques en tout cas. Il y a eu beaucoup de polémiques. Honnêtement, il y a aussi beaucoup de remous en ce moment. Hein. Mais même avant vous. Hein. Il y en avait beaucoup avant moi aussi. Mais je pense qu'il y en a d'autant plus lorsque vous êtes un ministre ou une ministre active, proactif, c'est-à-dire qui est là pour changer les choses et qui a à peu près les idées claires sur ce qu'il faut changer. En 2017, vous me disiez ça. Donc tu vas être présidente de la République un jour Que oui, que non. C'est l'histoire qui le dira. C'était pas mal, hein, ça mangeait pas de pain. Ça mangeait pas. C'était pas mal, ça mangeait pas de pain. Mais qu'est-ce qu'elle raconte l'histoire alors là aujourd'hui? Ah ben. En vous écoutant depuis tout à l'heure, je me dis c'est pas possible, elle va revenir en politique un jour. Vous allez revenir, vous allez ressolliciter un mandat un jour ou pas? C'est tout à fait de l'ordre du possible, en effet, oui, bien sûr. Maintenant, j'ai pas si vous voulez, de plan de carrière à vous annoncer aujourd'hui. D'ailleurs, ça n'est pas une carrière, la politique. C'est vraiment une question de volonté, de conviction, plus qu'autre chose. Et donc, dans cette question de volonté et de conviction, il y a cette question qu'on se pose tous, à mon avis. Peut-être plus les femmes que les hommes, mais c'est parce que les femmes ont tendance à se poser toujours plus de questions que les hommes. C'est suis-je indispensable? A-t-on besoin de moi? Qu'est-ce qu'il serait moins bien fait dans le paysage, en l'occurrence politique, si je n'y vais pas? Et donc, lorsque la réponse que vous vous donnez à vous-même, c'est non, mais clairement, il manque quelque chose. Si je n'y vais pas, tel sujet n'est pas défendu ou tronqué, mal présenté, alors il faut y aller. Voilà, donc moi, c'est comme ça que je raisonne. En tant qu'homme, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il manque quelque chose aujourd'hui? J'ai envie de vous dire que le principal manque ou le principal risque que j'identifie, c'est qu'en 2022, on puisse être à nouveau confronté au seul choix entre En Marche et le Rassemblement national. Et je pense que face à ce manque-là, il faut qu'on se retrouve tous les manches. Il n'y a pas que moi, hein, mais je pense qu'on doit être nombreux là, à contribuer. Bon, on verra ça dans quelques années, alors l'histoire le dira. Vous vous rappelez du que oui, que non? Du quoi? Que oui, que non. Vous devez répondre que par oui ou que par non. Oui, bien sûr. Bon, on va en faire un. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais comme vous revenez dans l'émission, je suis aussi content pour ça, parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Que oui, que non. Que par oui ou que par non. D'accord? Est-ce qu'il faut faire rejouer Karim Benzema en équipe de France? Oui, évidemment. Très bien. Est-ce que vous pensez à la présidentielle en vous rasant le matin? Je me rase pas le matin. Très bien. Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que selon vous, Anne Hidalgo est la meilleure des candidates pour la présidentielle de 2022? En tout cas, c'est clair qu'elle ferait une très bonne candidate, oui. Oui. Très bien. Que oui, que non. Est-ce que vous parlez toujours à Manuel Valls? Non. D'accord. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un bon ministre dans le gouvernement de Castex en ce moment? Je trouve que la ministre des Sports est pas mal. Que oui, que non. Est-ce que vous vous ferez vacciner? Oui, bien sûr, quand ce sera mon tour de le faire. Je ne voudrais pas prendre la place de quelqu'un qui est plus vulnérable que moi. Vous ferez un vaccin? C'est ce que c'est un vaccin? C'est un selfie en train de se faire vacciner. Ah oui? Ouais. Ben, j'ai vu un très bon film, je tiens à vous le dire d'ailleurs, qui s'appelle Selfie. Ah, je l'ai vu aussi la semaine dernière. Vous l'avez vu? Ouais. Oh, vraiment, je le recommande parce que vraiment, il est très très juste. Ouais. Vous ne ferez pas de vaccin? Ça fait peur. Hein. Peut-être si ça peut pas. aider les gens à se faire vacciner. Et dernier que oui, que non, est-ce que c'est vrai que vous habitez à Marrakech? C'est très drôle ça. Ouais. Bah non, sinon j'aurais du mal à venir vous voir par exemple. Non, ce qui est vrai c'est que j'ai une casquette dans mes différentes activités qui est celle de l'enseignement et donc depuis 2017 j'enseigne dans 2 endroits en particulier. Le premier c'est à Sciences Po Paris et le deuxième c'est en effet à l'université de Marrakech. Vous n'habitez pas à Marrakech, c'est une fake news alors? Non. Vous savez, il y en a beaucoup sur moi. Alors justement, je voulais qu'on parle des fake news et pour en parler dans ce débat de fin d'émission,
Une youtubeuse va nous rejoindre, journaliste, Aude What the Fake. Bonjour, moi c'est Aude Favre, je suis journaliste anti-fake news depuis près de 3 ans maintenant sur YouTube. J'officie sur ma chaîne qui s'appelle What the Fake et qui compte un peu plus de 85 000 abonnés. Aude, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Alors c'est quoi exactement, Aude, une rédaction citoyenne? La rédaction citoyenne, c'est plus de 1400 personnes qui ont des profils extrêmement différents. Donc tu as des gens qui sont engagés associativement, des gens qui sont dans la finance, des gens qui sont plutôt gilets jaunes, des étudiants, des jeunes, des plus âgés, qui ensemble vont essayer avec moi de chasser l'intox. Le déclic de tout ça, c'était les attentats de Charlie Hebdo, c'est ça? Oui, exactement. Et j'étais extrêmement touchée. C'est aussi là que j'ai commencé à aller dans les classes, justement, en me disant qu'il fallait dialoguer parce qu'on a été extrêmement impacté par les théories du complot, évidemment, qu'on a découvert par milliers à ce moment-là. Et c'est vrai que ça m'a amené à me demander, mais qu'est-ce qui est fait exactement à l'intérieur de l'éducation nationale dans la lutte contre les fake news, dans l'éducation aux médias d'une manière générale. Et quelques années plus tard, quelques temps plus tard, dans une vidéo donc, sur ma chaîne YouTube What the Fake, je me suis intéressée à ça, à qu'est-ce qui est fait en matière d'éducation aux médias. Vous étiez passé donc, par le ministère de l'Éducation nationale et je me suis aperçue que, certes, c'était obligatoire, mais en fait, ça ne l'était pas vraiment. On va regarder la vidéo. L'éducation aux médias, elle est inscrite dans la loi pour la refondation de l'école. Article 53, la formation dispensée à tous les élèves de collège comprend obligatoirement une éducation aux médias et à l'information. Alors les personnes qui sont en théorie armées là-dessus pour intervenir dans les établissements, c'est les professeurs documentalistes. Oui, les gens du CDI, tu sais. Alors on va se renseigner auprès d'eux pour voir comment ça s'organise. Dans la réalité, il n'y a pas vraiment d'obligation, il n'y a pas vraiment d'effectivité, il y a très peu de choses qui sont faites. Je comprends pas parce qu'il y a écrit que c'est obligatoire. C'est bien rendu obligatoire, mais on peut très bien avoir un élève qui fait toute sa scolarité sans avoir eu une seule heure d'éducation média à l'information, par exemple. Donc voilà une éducation aux médias qui est obligatoire. Mais dans les faits, ça ne l'est pas. Et moi, tous les jours, dans mon association, on nous contacte parce qu'il n'y a rien qui est fait dans tel ou tel établissement et ils veulent s'y mettre. Vous mettez le doigt sur une constante dans l'éducation nationale en particulier. Enfin, ça vaut pour d'autres secteurs, mais notamment pour l'éducation. C'est qu'il y a d'une part ce qu'on inscrit dans la loi. Et vous avez rappelé ce que la loi de 2013 dit, c'était nous, la loi de refondation de l'école. Vous avez chargé de l'appliquer, il me semble. La loi de refondation de l'école, ce qu'elle dit. Donc cette éducation aux médias et à l'information qui n'existait pas doit exister dans les établissements, c'est ce que dit la loi. Puis ensuite, il y a l'impulsion politique qui est donnée pour qu'il se passe quelque chose dans les établissements. Parce que si vous relisez la loi, vous verrez qu'il n'est pas indiqué que cette éducation aux médias et à l'information doit faire l'objet d'une discipline nouvelle qu'on créerait, etc. Il n'y a même pas de nombre d'heures. Voilà, exactement. C'est ce que je viens de dire. Donc en fait, ce que dit la loi, c'est que dans tous les établissements scolaires, on doit proposer sous forme de projet, et notamment associant par exemple les documentalistes, sous forme de médias, des médias collégiens, par exemple, pour que vous fassiez la différence. Lorsque j'étais ministre de l'Éducation nationale, eh bien, l'impulsion politique a consisté à multiplier par 2 les financements pour que soient créés des journaux, des radios au sein des établissements scolaires. Parce qu'en fait, il n'y a pas de meilleure expérience de la citoyenneté et de l'engagement que d'avoir des élèves qui eux-mêmes traquent l'information et la désinformation, etc. Mais le problème, c'est que je ne suis plus ministre de l'Éducation. C'est un peu triste que vous dites ça. Oui, mais lorsque vous avez quelqu'un qui ne donne plus cette impulsion politique, on en arrive à ce que vous venez de décrire. Quelque chose qui est écrit dans la loi et une réalité dans les établissements qui n'existe pas. Alors pardon, mais il me semble que vous avez été chargé d'appliquer cette loi. Vous auriez pu dire, écoutez, ça va se passer comme ça. C'est tel corps, tel professeur, les profs doc qui s'en chargent à hauteur de... Enfin, je veux dire, ça aurait pu être beaucoup plus précisé. Malheureusement, il y a aussi des contraintes dans l'éducation. C'est-à-dire que typiquement, vous ne pouvez pas créer de nouvelles disciplines, contrairement à ce qu'on imagine. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fasse jamais. Par exemple, l'enseignement moral et civique est une construction que nous avons créée. Ça n'existait pas avant. Et nous savons que l'enseignement moral et civique, tous les élèves, à partir de la classe de CP jusqu'à la classe de terminale, en ont 1 heure par semaine. Enfin, il y a des règles claires. À part cet exemple de l'enseignement moral et civique, ça a été tout un travail et un labeur pour l'installer.
eh bien, vous pouvez difficilement créer une nouvelle matière, vous pouvez difficilement rajouter des heures aux heures qui sont déjà là, et au moment où on vous dit, attention, les fondamentaux, c'est le français, c'est les maths, vous voyez, je veux dire, c'est quand même assez incompatible. Donc, il y a un certain nombre de sujets, l'éducation aux médias et à l'information par exemple, qui doivent passer par autre chose que des heures de cours à part entière. Tout ce discours, autour de ce discours, on peut dire aussi qu'il faut impliquer les citoyens. Vous disiez que tout le monde pouvait être ministre de l'Éducation nationale, enfin voulait être ministre de l'Éducation nationale. Vous aviez créé à l'époque la réserve citoyenne. La réserve citoyenne, même chose, elle existe en principe, c'est-à-dire personne à un moment donné n'est venu dire stop, on va arrêter la réserve citoyenne, et fort heureusement, parce que c'est tellement une idée merveilleuse, enfin pardon, c'est pas pour me lancer des fleurs. Mais elle est merveilleuse cette idée. Elle est merveilleuse de faire venir des adultes dans les salles de classe pour épauler les professeurs et parler aux élèves de sujets d'engagement ou de laïcité, de valeurs de la République avec d'autres mots et donc une autre capacité à se faire entendre et comprendre, c'est merveilleux. Mais le truc, c'est que si vous ne la portez pas politiquement, si vous ne lui donnez pas de souffle, si vous n'améliorez pas de mois en mois, d'année en année, la façon dont ça fonctionne, comment est-ce que les établissements trouvent ce vivier de citoyens, comment est-ce qu'ils sont mis en contact, comment est-ce que c'est fluide, ben, il ne se passe rien. Pardon, mais vous étiez quand même aux manettes à ce moment-là, parce que moi, je me suis fait radier, en fait, carrément. Oui, on m'a pas accepté. J'ai même pas mis le pied dedans. C'est-à-dire que c'était out direct. Et pour quelle raison vous l'avez fait, une histoire de CV qui n'avait pas plu. Je sais plus qu'est-ce que j'avais dû mettre dans mon CV. Enfin bref. Si vous avez été provocante aussi. Non, loin de moi. Qu'est-ce que vous avez dit? Loin de moi l'idée d'être provocante. Non, mais je veux dire. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait une sélection. Je sais pas en quelle année vous avez été radiée. Impulsé, mais vous pouviez. Ah non, mais non, attendez, excusez-moi. Non, mais pardon. Non, mais je suis désolée. C'est des sujets sur lesquels je suis remontée parce que je ne supporte plus l'enfumage permanent sur les sujets d'éducation. Je ne supporte plus. La vérité, c'est que nous avons sur tous ces sujets énormément fait. Et vraiment, mais replongez-vous dans les archives. Replongez-vous dans les archives, vous allez voir ce que tous les jours je faisais sur ces sujets. La vérité, c'est qu'on peut peut-être plutôt nous faire un procès en activisme forcené que le contraire. Mais ensuite, finalement, est-ce que je suis responsable, moi, du fait qu'à partir du mois de mai 2017, il ne se soit plus rien passé? Non, c'est triste. Mais plus encore que l'apathie générale, je vous le dis, ce qui est problématique, c'est le double discours. C'est de prétendre que grâce à son action, les choses vont beaucoup mieux, le décrochage baisse dans les écoles, etc., quand on ne fait rien pour lutter contre le décrochage scolaire. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe depuis 2017. Vous ne parlez pas avec Jean-Michel Blanquer, jamais? Non, non. Il n'y a pas une sorte de respect républicain où on s'appelle, on se demande des conseils de temps en temps? Non, pas vraiment. Mais c'est une très bonne question parce que quand je suis devenue ministre de l'Éducation, et notamment d'ailleurs après les attentats de Charlie, c'est-à-dire j'ai considéré que la situation était tellement grave, les questions posées à l'école étaient tellement majeures, que j'ai réuni dans mon bureau, je les ai tous contactés les uns après les autres, l'ensemble des anciens ministres de l'Éducation nationale qui étaient encore parmi nous. Et ils sont quasiment tous venus d'ailleurs. Et j'ai eu avec eux un dialogue honnêtement que je voulais de qualité en leur disant je veux apprendre de votre expérience, je veux qu'on partage, nous n'avons pas la vérité les uns contre les autres, réfléchissons ensemble. Pour revenir à la réserve citoyenne, donc en montant, quand ça a été créé, donc grosso modo à partir de 2016, vous étiez à fond, je l'étais aussi. Mais je voulais votre job, je dis, mais qu'est-ce que j'adorerais faire ça. Mais c'est clair, on a vu arriver des milliers de candidatures et bien entendu qu'il y avait un processus de sélection pour éviter aussi, je ne suis pas en train de dire que vous êtes une dingue, je suis pas en train de dire que vous êtes une dingue, mais pour éviter qu'il y ait des gens qui n'aient rien à faire dans les écoles, il y a un moment où on était aussi sur la thématique de la sécurisation des établissements scolaires. Mais donc tant que vous étiez en poste, ça a super bien marché et dès que vous êtes parti, ça a périclité. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Parce que moi, pour répondre à votre question, j'ai tout fait pour que ça marche. Est-ce que c'était suffisant? Non, on voit bien, malheureusement, on a vu, y compris avec l'assassinat de Samuel Paty, que l'école est toujours en danger, qu'il y a toujours des fragilités, qu'il y a toujours une nécessité de la protéger davantage et qu'il faudra toujours agir sur ces sujets. Merci Aude d'être venue nous voir. Je rappelle que tu es youtubeuse et journaliste anti-intox et que tu es présidente de l'association Fake Off. Tu montes la première rédac citoyenne et on peut t'aider
en crowdfunding, si je peux me permettre le terme, sur Tipeee. Voilà, on va t'aider parce que c'est important et c'est bien de débunker l'info. Oui, parce que nous cherchons à produire des enquêtes absolument sublimissimes, n'est-ce pas? Et donc nous avons besoin de fonds et donc c'est le grand enjeu de cette année. On y croit à mort et l'énergie, elle est dingue. Et ben voilà, allez soutenir tout ce travail. Merci. Merci beaucoup Nejat d'avoir de nous voir. Merci. Vous reviendrez, alors peut-être pas en 2022, ce sera peut-être un peu trop tôt, mais peut-être en 2027. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. En fait, on se voit tous les 5 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. Avec plaisir. Merci à vous et bonne continuation.